Comme je vous l'ai dit hier, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui en termes d'impression ou autre. J'ai quand même fait ici 3 paquets. C'est les 3 commandes que je peux faire sans avoir le filament Bambu Lab. Après, j'en ai plus à faire, donc c'est bien, au moins j'ai pu rattraper. Cet après-midi, du coup, je vais chez le dentiste. Je pense que je vais en profiter pour aller faire des petites solderies. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Avant, je faisais ça souvent. Mais ça fait très longtemps, donc aller faire un petit tour. Et oui, pour l'atelier CTC, ça va être tout aujourd'hui, parce qu'il faut que je bosse sur Custom Ton Clavier. Là, il faut que j'écrive la vidéo, que je tourne, tout ça. Il y a pas mal de choses à faire pour que ce soit prêt d'ici dimanche, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire théoriquement. Là, je suis en train de sécher le PETG, parce que du coup, j'ai séché le PLA-CF que je vais tester sur la A1 et le PETG, je testerai sur la P1S, parce que un truc à savoir, c'est que les filaments type PLA-CF avec du carbone et tous les filaments très durs comme ça, c'est très conseillé d'avoir les roues à l'intérieur de l'extrudeur qui sont faits en acier trempé. Déjà, il faut la buse en acier trempé, donc ça, il faut faire le changement en achetant la buse sur Bambu Lab ou ailleurs. Mais il faut aussi penser à changer les engrenages pour les mettre en acier trempé. Alors, d'après ce que j'ai compris du site, la A1, de base, elle vient avec les engrenages en acier trempé. Tu peux direct imprimer du PLACF ou des trucs assez durs. Par contre, la P1S, non. Parce qu'encore une fois, la P1S, elle est sortie bien avant, donc elle n'a pas les mêmes améliorations. Donc, il faudrait, si je veux imprimer du PLACF notamment, que j'achète le truc sur Bambu Lab, l'engrenage et tout. Et c'est là où on arrive au truc un peu relou avec Bambu Lab, c'est que la seule façon d'avoir leurs pièces, c'est via leur site. Il n'y a pas sur Amazon, il n'y a pas sur d'autres sites. Ce qui d'un côté est bien, parce que ça leur permet de tout contrôler et de donner des prix assez peu chers, mais dans des temps comme aujourd'hui, où la moindre livraison c'est 2-3 semaines, bon bah ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si je l'achète maintenant, je l'aurai peut-être pas avant 2-3 semaines. Un petit engrenage de merde. Donc c'est vraiment pour l'instant le truc un peu chiant avec Bambu Lab et j'espère qu'ils vont se concentrer à fond là-dessus en 2025 sur accélérer les livraisons et les faire de meilleure qualité si possible, mais surtout les accélérer. Parce que là, j'en suis à me dire, ah bah, si j'achetais pas du filament sur Amazon, parce que bon, c'est quand même cool qu'il arrive le lendemain plutôt que dans 3 semaines. Bon, j'en suis pas là, parce que je trouve quand même que les filaments Bambu Lab, ils sont super. En plus, il y a la puce RFID dedans et tout. Donc je vais rester chez Bambu Lab pour ça. Mais c'est vrai que c'est dommage. Donc en gros, là, pour le PLACF, et si j'achète d'autres filaments un peu durs où il faut les engrenages en acier trempé, je les ferai sur la A1 pour le moment. Je vous dis, de toute façon, je vais là retravailler sur le modèle du fidget clicker et essayer de l'imprimer de différentes façons. Le PLACF, c'est vraiment juste pour tester, voir si c'est joli, tout ça. Je vais peut-être m'amuser à imprimer aussi un support avec, pour voir un peu ce que ça donne. Normalement, c'est très joli, le PLACF. Je ne vais pas utiliser du PLA pour le fidget clicker, je l'ai déjà expliqué dans le vlog d'hier. Par contre, le PETG, pourquoi pas? Alors, je ne sais pas si je vais prendre du PETG normal ou du PETG CF, avec du carbone dedans. Bon, moi, de ce que j'ai compris, oui, c'est plus résistant, le PETG CF, mais est-ce que ça a un réel intérêt? Je ne sais pas. Parce que le fidget clicker, c'est pas quelque chose qui va être sous tension. Je veux un truc qui, quand il tombe par terre, il casse pas. Bon bah pour le coup, même le PLA pour ça, ça devrait le faire. Moi, le vrai problème que j'avais, c'est les petites pattes pour l'ouvrir. Et ça, PETG, PLA, à chaque fois, ça cassait. Donc là, je vais tester avec le PLACF. Si avec le PLACF, vraiment, les petites pattes, là, je vois vraiment qu'elles sont plus dures et elles sont pas cassables, bon bah je partirai sûrement sur du PETG CF. La chose qui vraiment me fait ne pas vouloir de PETG CF, c'est que les couleurs sont ultra limitées. Bah déjà, il n'y a pas de blanc. Ce qui, j'imagine, est logique parce que le carbone, quoi qu'il arrive, il peut pas être blanc. Du coup, si tu le mélanges, tu peux pas avoir un filament tout blanc. Et du coup, le PETG-CF, comme le PLACF, il y a genre 5 couleurs. Et bon, pour un petit fidget clicker que tu veux mettre à ta poche ou quoi, bon, ce serait quand même bien qu'il y ait des couleurs, et surtout des couleurs un peu sympas. Le problème là, c'est qu'il y a des couleurs que gris, bleu foncé, noir. Ouais, pas fou. Donc c'est pour ça que j'aimerais, si possible, rester sur du PETG normal ou de l'ABS ou de l'ASA. Parce que l'ABS et l'ASA, sur Bambu Lab, il y a énormément de couleurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on va voir, je suis encore en train de réfléchir, de toute façon il faut que je travaille sur le design. J'ai fini de bosser sur le support de clavier pour le gros youtubeur. Alors vous verrez quand je vous montrerai, j'ai quasiment rien modifié, c'est juste que je l'ai modifié pour qu'il soit plus à son image plutôt que la mienne. Je pense que vous comprenez. Et non, ce n'est pas Cyril MP4, pas du tout. Cyril MP4, j'ai rien contre lui, il m'a envoyé un de ses claviers, mais je ne le regarde pas. Je n'ai jamais regardé une de ses vidéos, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et moi, je fais des claviers que pour les gens que j'apprécie. Alors qu'on s'est jamais vu IRL, ce youtubeur et moi, mais j'apprécie. Tout comme à l'époque, je l'ai fait pour Mastu, parce que j'adorais regarder les vidéos de Mastu. Voilà, moi c'est juste pour me faire plaisir et faire plaisir à la personne parce que je trouve qu'elle est sympa. Et ça me fait venir à un autre point, non, je ne fais pas de commission pour les gens, alors ça c'est plus avec mon autre chaîne, mais je reçois encore des DM sur Insta et autres pour des commissions pour faire des claviers.
Non, je ne fais jamais de clavier pour personne de façon payante. C'est juste moi, quand j'ai envie de faire un clavier pour quelqu'un parce que j'aime bien la personne, je lui en fais un. Point. Ça s'arrête là. Je ferai jamais de commission parce que ça ne m'amuse pas de monter un clavier. C'est pas un plaisir fou de monter un clavier. Ce que j'aime, c'est tout l'à côté, c'est essayer de faire un truc vraiment ultra personnalisé et de faire plaisir à quelqu'un. Le fait de monter le clavier, ça ne m'amuse pas. Donc je veux pas devenir un ouvrier qui monte des claviers. Donc non, je ne prends pas de commission pour les gens. Si un jour, il y a un mec que j'adore et qui me dit « Ouais, tu peux me faire un clavier », pourquoi pas? Mais parce que j'aime la personne. Je le ferai jamais pour quelqu'un que je ne connais pas. Voilà, ça, c'est pour mettre au clair. Bon, je vais déposer les colis, je vais faire des 3 solderies, je vais chez le dentiste, je reviens. Et je vais bosser sur la vidéo custom ton clavier. Donc je ne sais pas quand je vais reprendre ce vlog, peut-être juste pour le terminer. Mais voilà, tout à l'heure. Bon, je suis devant le dentiste là. Et c'est fermé. C'est fermé et quand j'appelle, ça dit que c'est fermé. Donc je pense que je me suis trompé d'1 mois. Et que c'était en janvier le rendez-vous. Putain, il a fallu que je trouve une place pour me garer. C'est en plein centre-ville. Oh là là. Bien, pour me féliciter de ne pas avoir le dentiste, je vais aller faire d'autres solderies. Voilà. Après, il faut que j'aille chercher un drive Leclerc. Ah, moi, ça me fait marrer, mais c'est pas marrant non plus, quoi. Je vous montrerai tout à l'heure, je ferai un haul avec tout ce que j'ai acheté, là. J'ai des trucs sympas. Bon, au final, ça a été une longue journée, mais pas forcément de travail, puisque le voyage chez le dentiste, qui du coup n'a pas donné lieu à un rendez-vous, parce que c'était fermé, hein, vraiment fermé, j'ai appelé et tout, c'est fermé, donc lundi je vais appeler pour savoir si je me suis vraiment trompé d'1 mois, ce qui est très probable, et du coup après je suis allé faire des petites solderies, j'ai acheté des trucs, bon en réalité pas grand chose, mais des choses dont j'avais terriblement besoin. 3 paires de chaussettes, longues, chaudes. 2 paires de chaussettes, longues, chaudes. 3 paires de chaussettes. 3 paires de chaussettes. En fait, je veux juste toutes les remplacer parce qu'elles ont toutes des trous. Moi, vraiment, j'achète jamais des vêtements. Je pense que 80% de mes vêtements actuellement, c'est ma copine qui me les a achetés parce que j'en achète jamais. Et les seules fois où j'achète des chaussettes ou des boxers, c'est dans les solderies. Donc c'est vrai que là, ça faisait un moment, et elles sont toutes trouées, c'était trop chiant, je marche sur le sol, j'ai froid aux pieds parce qu'il y a des trous dessous. Donc voilà, j'ai acheté plein de chaussettes, c'est genre 3 € les 3 paires. C'est ça que j'aime avec les solderies, c'est que c'est des chaussettes vraiment de qualité, mais très peu chères, parce que c'est du déstockage, des fins de série, des trucs qui n'ont pas marché. C'est pour ça que j'aime les solderies. C'est que beaucoup de gens pensent que quand tu vas en solderie, c'est que t'as pas de thunes et tout. Bon, ok, mais c'est surtout... Tu peux trouver des produits de marque. Bon, je connais pas la marque, là, je trouve c'est une marque de merde, mais tu peux trouver des produits de qualité pour pas cher du tout. Des fois, tu trouves des chemises. Mon père, il s'est acheté, je sais pas combien de chemises de marque, de très grande marque, à 15-20 € la chemise. Pour moi, acheter dans les solderies, c'est acheter intelligemment. C'est pas acheter parce que t'as pas de thunes. Et c'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé parce que déjà, j'ai pas de voiture. Donc, il faut que je prenne la voiture de ma copine. Donc, c'est vrai que ça limite les déplacements. Une prise multiple, puisque ici j'ai besoin d'une prise multiple, parce que sinon je peux même pas brancher le déshumidificateur avec un autre truc avec. C'est trop chiant, il y a très peu de prises dans cette pièce. Bon, c'est une prise multiple de solderie à 2,50 €, d'accord, je vais pas brancher mes imprimantes dessus, c'est juste pour brancher un déshumidificateur et peut-être une caméra ou un truc. Et peut-être le plus important de tout ce qu'il y a là-dedans, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du pesto qui est sorti assez récemment, il y a quelques mois. Et quand c'est sorti, j'en avais acheté parce qu'il y avait une offre de bienvenue où c'était genre 1,50 € le pot. Donc vraiment pas très cher pour du pesto de bonne qualité. Sauf qu'après la promotion de bienvenue, c'est 3,50 € le pot. Et je pense que c'est pour ça que ça a fini en solderie. Et là, je suis allé dans une solderie, vraiment. Il y a des tonnes et des tonnes de pots de ce pesto. Du coup, j'en ai pris quelques-uns. Et c'est 1 €. 1 €. Le pot de pesto. Et un pot comme ça, je sais plus, à chaque fois que j'en faisais, je me faisais, bah c'est écrit, ouais, c'est 4 rations. Tu fais 4 portions avec un pot comme ça, 1 €. Et il est vraiment très bon. Alors il y en a plusieurs, il y a du comme ça, c'est juste pomodori secchi ou secchi, je sais pas comment on dit en italien. Et ça, c'est ricotta. Le ricotta, hein, pour ceux qui l'ont déjà vu en magasin, il est extrêmement cher. C'est le plus cher, parce qu'il y a du fromage dedans. Et lui, c'est pas loin de 4 €. Pareil, 1 €. Malheureusement, j'avais pas pris de panier, donc j'ai juste pris ce que je pouvais dans mes mains. J'avais déjà les chaussettes et tout, donc j'en ai pris que 4.
Mais franchement, j'aurais eu un panier. J'hésitais à prendre une boîte entière. Parce que franchement, 1 euro le pesto comme ça, incroyable. Il est vraiment très très bonne qualité. Hein. Et ça montre encore que la solderie, c'est l'achat intelligent. Parce que tu achètes un truc de qualité à un prix, je veux dire, je suis sûr que le pesto Eco Plus, il vaut 1 euro. Donc, c'est quand même cool. Bon, malheureusement, c'est tout. Et pourtant, j'ai fait quand même quelques solderies après le dentiste. Et non, j'ai rien trouvé d'autre. Par contre, je suis allé dans des trucs d'antiquité. Un peu, voilà, brocante antiquité. Et il y avait des trucs sympas. Je me suis pas arrêté trop longtemps parce que j'avais pas forcément le temps de tout regarder, de faire attention à tout. Mais ça m'a donné envie. En fait, c'est très rare que j'aille dans des trucs style antiquité, brocante ou autre. Et je me dis que, en fait, j'aime bien. J'aime bien, vraiment, j'ai vu des trucs stylés, c'est con, j'ai failli acheter, mais j'ai vu une balance postale, mais vraiment une vieille balance postale d'il y a sûrement 20, 30, 40 ans, et je me suis dit, bah, en vrai, moi, pour peser mes colis, bon, ok, j'ai ma balance de cuisine, mais une balance postale, ça se trouve, elle est même plus précise que la balance de cuisine, même très probablement, ça aurait été stylé, bon, je l'ai pas acheté, je l'achèterai peut-être un jour, mais voilà, c'est le genre de truc, moi, qui me plairait, faut essayer de pas acheter n'importe quoi, mais des trucs qui peuvent être sympas. Donc je pense que j'irai essayer de refaire des tours. Bon, évidemment, encore une fois, vu que j'ai pas de voiture, c'est un peu galère ce genre de truc, mais 1 fois par mois, 2 fois par mois, j'aimerais bien me refaire un petit tour de solderie, brocante et tout, j'aimais bien faire ça. Et ma journée s'arrête un peu là, parce que du coup, après, je suis allé chercher un drive Leclerc, puis je suis allé chercher ma copine au travail à 19 h, puis je suis rentré, puis on a mangé, et puis j'ai joué à Path of Exile avec mon frère. Enfin, ça fait 1 semaine qu'on devait jouer. Et c'était cool. Pas mal Path of Exile 2, du coup. Comme je l'ai dit, là, je vais pas imprimer pour imprimer, même si je pourrais imprimer des trucs, trouver des choses à faire. Mais pour le moment, pas besoin. Je dois me focus un peu sur le reste, sur la vidéo Custom Ton Clavier qui doit sortir dimanche. Et début de semaine prochaine, je réattaque le design du Fidget Clicker. Je lance des différentes versions sur les deux imprimantes. Je vais quand même essayer de refaire les photos pour la boutique Etsy, je sais pas quand. Je vous dis là, il faut vraiment que je me dépêche pour les vidéos Custom Ton Clavier. C'est toujours comme ça, de toute façon. Début de semaine, les 2, 3, 4 premiers jours, je fais que de bosser sur l'atelier CTC. Et à un moment, si je veux sortir ma vidéo dimanche, il faut que je bosse un peu sur Custom Ton Clavier. Moi, j'ai toujours eu du mal à partager le temps. Moi, j'ai besoin de faire que ça, que un truc pendant 1 journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à ce que j'ai l'impression d'avoir fini. Et ensuite, je fais autre chose. J'aurais trop de mal là à bosser 2-3 heures sur l'atelier CTC, puis bosser 2-3 heures sur Custom Ton Clavier. J'arrive pas à faire ça. Moi, j'ai besoin de 1 journée entière sur un truc, puis un autre truc, sinon je galère trop. Autre chose, je réfléchis à Amazon Handmade. En fait, je sais pas trop si c'est bien implémenté en France pour l'instant, faut que je regarde, mais apparemment ça commence à bien marcher aux US. C'est une section à part de Amazon où c'est le fait maison et tu t'inscris en tant que créateur de trucs maison. Donc il faut déjà un compte Amazon Seller, donc un vendeur Amazon. Et ensuite, il faut que tu sois éligible en tant que Amazon Handmade. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu prouves que ce que tu fais, c'est toi qui le fais maison. Donc, moi, il n'y a pas de problème, je pourrais le prouver. Mais j'ai jamais vu, moi, la catégorie sur Amazon en tant que Français. Donc, dites-moi si vous la connaissez. Moi, je ne l'ai jamais vue. Donc, je ne sais pas si en France, ça marche bien. Mais aux États-Unis, c'est sûr que ça marche. Donc, j'essaierai aussi de potentiellement m'inscrire là-dessus, voir si ça marche comme Amazon normal. Est-ce qu'il faut envoyer du stock ou quoi? Ou est-ce que ça marche comme Etsy? Pourquoi pas. J'ai vu qu'il y a de plus en plus de créateurs et de vendeurs Etsy qui quittent Etsy ou en tout cas qui se mettent à essayer de beaucoup plus vendre sur d'autres plateformes parce que Etsy, là, les frais, c'est devenu très, très vénère. C'est pas juste 6%. Déjà, de base, c'est 6%. Si tu cumules tous les frais, parce que eux, ils ont 4 ou 5 frais différents, on est plus autour du 10, 12%. Même jusqu'à 30%, parce que sur Etsy, en fait, ils vont mettre votre produit en avant via les Etsy Ads, mais sans vous demander, hein, vous pouvez pas décocher l'option. Et s'ils vendent des produits grâce à leur pub, ils vous prennent 15% dessus. Mais vous ne pouvez pas décocher la case. Pour pouvoir décocher cette option, il faut plus de 10 000 $ de vente par mois ou par an, je sais plus, faudrait vérifier. Mais sinon, avant ça, dès que Etsy fait une vente grâce à leur pub, vous perdez 15%. Plus les 10-12%. Donc plus l'URSSAF, c'est niet, c'est zéro. On perd de l'argent sur les ventes.
Donc ouais, si vous vendez sur Etsy, il faut peut-être plus que 50% de marge, vraiment. Et il n'y a pas que ça, hein. En fait, Etsy est très critiqué en ce moment parce que depuis qu'ils sont devenus publics, c'est-à-dire que c'est devenu aujourd'hui une entreprise cotée en bourse, eh bien forcément, leur but maintenant, aujourd'hui, c'est que de gagner de l'argent. Quand tu deviens une entreprise publique avec des actionnaires, ton but, ça doit être de gagner de l'argent. Tu n'as pas le droit de faire autre chose, puisque sinon les actionnaires, ils peuvent te faire pression. Puisque normalement, quand tu t'ouvres au public comme ça, ton but, ça doit être de faire gagner le plus d'argent possible à tes actionnaires. S'ils arrivent à prouver que ce que tu fais, ça leur fait perdre de l'argent, ils peuvent te mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est le très gros problème quand tu te mets comme ça en bourse, c'est que d'un coup, tu as des gens à qui tu dois tenir compte et ça fait pas plaisir. Donc forcément, ils prennent pas des décisions pour les vendeurs Etsy ou pour les acheteurs Etsy. Ils prennent des décisions pour les actionnaires Etsy, ce qui est un petit peu relou, donc voilà. On verra ce que ça va donner dans le temps. Je pense quand même que c'est très bien pour débuter Etsy, pour se faire connaître, tout ça. Et ça me coûte rien d'avoir des produits dispo sur Etsy, sachant qu'en plus c'est des produits en impression 3D, donc j'ai pas vraiment de stock ou quoi à gérer. Mais on verra. De toute façon, moi j'ai mis mes supports à 20 balles sur Etsy. Alors quelqu'un m'a fait remarquer, très intéressant, sur le moment j'y ai pas pensé. Après j'y ai réfléchi et ça va. Mais c'est vrai que faire la livraison gratuite, c'est ce que j'ai fait sur Etsy, en me mettant à 20 €, puisque j'ai considéré que de base je le vends 11 € plus 8 € de frais de port, ça fait 19 €. Je l'ai mis à 20 € sur Etsy. Sauf que j'avais pas pensé que je suis micro-entrepreneur. Et donc, je paye tous les mois une cotisation en fonction du chiffre d'affaires, pas du bénéfice. Donc, si j'augmente le prix du produit à 20 € au lieu de 11, je vais payer plus de cotisations dessus. Sauf que moi, à côté, vu que j'ai la livraison gratuite, c'est moi qui paye la livraison, plus la personne. Et donc, au final, est-ce que je gagne vraiment de l'argent en faisant de la livraison gratuite? Parce qu'après moi, les 9 € de plus que je me fais dessus, je dois payer 12,5% de l'URSSAF. Donc en fait, j'y gagne pas grand-chose. Mais le but, je l'espère, c'est de un jour plus être en micro-entreprise et de vraiment être en société quand j'aurai généré assez de revenus. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça fera plus de sens. Mais j'ai pas envie de, quand je passe en société, changer tous mes prix parce que là, j'ai plus la taxe de l'URSSAF. Bon, autant avoir le truc bien dès le début. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on prend pas forcément en compte. Et même moi, hein, je pense que dans le prix du support, j'ai réfléchi à l'URSSAF. Mais bon, j'aurais pu quand même augmenter le prix du support à cause de ça. Parce que bien se rendre compte que moi, quoi qu'il arrive, quel que soit le bénéfice sur le support, je dois payer 12% du prix du support à l'URSSAF. Même si je fais 0 € de bénéfice, je dois payer 12% à l'URSSAF. Donc ça, faut faire très très attention quand vous êtes en micro-entreprise. Si vous faites 0 € de bénéfice, vous allez perdre de l'argent. Alors que quand tu es en société et que tu es imposé au bénéfice, bon, il y a des frais, je suis d'accord, mais théoriquement, si tu fais pas de bénéfice, tu perds pas d'argent. Là, si tu fais peu de bénéfices, même juste peu de bénéfices en micro-entreprise, tu vas perdre de l'argent et tu pourras pas payer l'URSSAF. Faire très attention à ça. Et ça, c'est un peu le truc le plus difficile, je trouve, en micro-entreprise, c'est de réussir à mettre l'argent de côté pour payer l'URSSAF parce que du coup, tout est en décalé. Genre là, début janvier, je vais payer l'URSSAF sur ce que j'ai gagné au mois de novembre. Et du coup, c'est compliqué parce que moi, j'ai un compte perso, d'accord, j'ai un compte professionnel, mais en fait, j'ai l'impression qu'il me faudrait un sous-compte pour que je puisse mettre de l'argent pour garder pour l'URSSAF. Sauf que tu peux pas faire ça. Moi, avec mon compte Shine, je peux pas avoir un sous-compte. Si, mais faut payer. Vas-y, pour l'instant, j'ai la flemme. Bon, je dis ça, ça fait 6 ans que je paye l'URSSAF, donc ça va. Mais quand même, c'est compliqué. Surtout que là, maintenant que je dois aussi acheter de la marchandise, des filaments, des choses comme ça, pensez à tout le temps garder de côté de l'argent pour pouvoir payer l'URSSAF dans 2 mois. C'est vraiment pas simple. Hein. Maintenant, j'arrive à gérer, mais pour les personnes là qui se lancent, faites très attention. Moi, je conseille vraiment pas aux gens de choisir l'option de payer l'URSSAF tous les 3 mois. Parce que là, je vous dis que c'est déjà galère de la payer tous les mois et de garder de l'argent de côté assurément pour pouvoir la payer. Maintenant, si vous le faites tous les 3 mois, moi, je pense que j'aurais mis la clé sous la porte. Vraiment, je pense que j'aurais pas été capable, en termes d'organisation, de tout, de payer l'URSSAF tous les 3 mois. Je pense qu'il y a des mois où j'aurais pas pu payer. C'est ma faute, mais en tant que micro-entrepreneur, t'es tout seul à tout gérer, t'as pas de comptable. Réussir à mettre de côté de l'argent pendant 3 mois pour payer 3 mois d'URSSAF, pour moi, c'est trop galère. Mais bon, chacun son truc. Moi, en tout cas, je vous conseillerais de faire tous les mois et de vraiment faire très attention. De toute façon, la meilleure chose à faire, c'est chaque début du mois, vous allez sur l'URSSAF, vous déclarez tout ce que vous avez gagné le mois précédent. Là, il va vous dire, OK, vous nous devez tant, vous serez prélevé le mois prochain.
et ben là, cet argent qu'ils vous disent que vous devez cet argent tout de suite le mettre de côté et ne pas y toucher. Ce qui est difficile quand vous n'avez pas 50 comptes séparés. C'est un conseil que je peux vous donner. Si vous avez une banque qui vous permet d'avoir plusieurs comptes, genre un sous-compte, ben mettez l'argent sur un sous-compte. Parce qu'en vrai, ça facilite la vie et vous êtes sûr de jamais dépenser cet argent. Parce que le truc, c'est que, bon, autant vous pouvez être un peu... Moi, sur mon compte perso, ça fait 2 ans, je fais la découverte quasiment tous les mois. Mais si vous pouvez pas payer l'URSSAF, c'est chaud quand même. Alors je dis ça, j'ai envie de rassurer quand même les gens. Ça m'est arrivé de ne pas pouvoir payer l'URSSAF ou de payer en retard ou d'avoir des majorations et tout. Ils sont quand même très, très indulgents. Et vous pouvez, 1 an plus tard, vous pouvez payer 40 € que vous avez de retard depuis 1 an. Vraiment là-dessus, il ne faut pas avoir peur. Tout se fait automatiquement. Sur le site de l'URSSAF, vous avez un bouton pour payer vos majorations de retard. C'est tranquille. À un moment, j'avais 1 € de majoration de retard pendant 1 an. Et je leur ai dit, en fait, moi, ça marchait pas, je pouvais pas payer. C'était bloqué. Et en fait, ils m'ont dit de faire une demande exceptionnelle de remboursement. Et en fait, j'ai pas eu à payer ces 1 €. C'est une demande exceptionnelle que tu peux faire de temps en temps où ils acceptent de pas se faire rembourser. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, si à 1 mois, vous avez pas assez d'argent ou quoi. Je crois que même, il y a une période avec Zepae où vraiment, j'étais dans la sauce. Et je crois que j'ai pu payer en plusieurs fois, sur plusieurs mois. Genre, je sais plus exactement sa date, hein, mais j'ai pu payer en plusieurs mois des cotisations que j'avais pas pu payer. Donc vraiment, ils sont très très arrangeants. C'est pas dans leur intérêt que les micro-entrepreneurs coulent ou puissent pas payer ou quoi que ce soit, même s'il y a des personnes qui ont l'air de le faire penser. Non. Je trouve que l'État fait assez attention à ce qu'on puisse payer avec du retard, prendre le temps, payer avec des échelonnages. Genre, voilà, il faut pas avoir peur. Bon, j'arrête cette tangente infinie et je vais aller dormir avec mon super pesto pomodori. C'est qui? C'est pas. Et moi, je vous dis à demain. Abonnez-vous, likez, partagez. Et je sais pas, moi, commentez. Dites-moi si vous aimez le pesto Barilla. Et si à 1 € vous l'auriez acheté. Voilà, c'est ça que je veux savoir. À demain.